Le XVe siècle finissait et un vent de changement soufflait sur la vieille Europe. Les rois du Portugal avaient chargé leurs meilleurs navigateurs de découvrir de nouvelles routes commerciales. Ces navires étaient mus par le désir politique de dominer l'économie. Le centre névralgique de ces expéditions était Lisbonne. Les navigateurs logeaient dans un vieil ermitage situé à l'emplacement du futur monastère des Hiéronymites de Sainte-Marie de Belém. Et dans la tour de Belém voisine, les embarcations et leur équipage s'organisaient pour entreprendre l'aventure. C'était le port de départ. Les premiers voyages tentèrent d'ouvrir la voie vers l'Orient en contournant l'Afrique. Ils prétendaient contrôler ainsi le commerce des épices asiatiques. Mais en 1492, Christophe Colomb, mandaté par la couronne d'Espagne, entreprit un voyage en sens inverse. Il découvrit la terre qui serait connue plus tard comme le Nouveau Monde, obligeant les Portugais à modifier leurs plans. Les navires portugais cherchèrent aussi de nouvelles routes traversant l'Atlantique. Et ils intensifièrent leur exploration de l'océan Indien. Rien de tout cela ne fut suffisant pour défendre leur hégémonie. Le Portugal avait besoin d'une arme politique, l'Atlas Miller. Le roi Manuel Ier le commanda en 1517. Son destinataire devait être le monarque du pays voisin, le roi d'Espagne et empereur Charles Quint. On le lui fit peut-être parvenir en l'offrant à sa sœur, Léonore d'Autriche, qui finirait par devenir l'épouse du roi du Portugal. Mais c'était un cadeau empoisonné. Il représentait le monde comme un grand lac cerné de terre. Dans ces conditions, il serait impossible d'atteindre les Moluques ou îles aux épices en naviguant vers l'ouest comme le prétendait la monarchie espagnole. Malgré sa précision dans la description de la plupart des territoires, l'Atlas n'avait pas pour objectif de représenter la totalité du monde connu, mais de laisser planer un doute sur l'Orient et sur les routes pour le rejoindre. Sans aucun scrupule à utiliser une information fausse, là où les expéditions portugaises n'étaient pas arrivées, l'Atlas inventait. Les terres inconnues y sont dessinées comme si elles avaient déjà été découvertes. Sur certaines côtes, les noms des villes sont sciemment omises pour égarer d'autres navigateurs, et ce, en dépit des connaissances considérables de ses créateurs. Le cosmographe Lopo Homem, le cartographe Pierre Resnel et son fils Georges. Le tracé précis des lignes de rhumbe, de l'équateur, des tropiques, des latitudes, démontre son excellence. Les cartes qui composent l'Atlas sont de véritables cartes hydrographiques. Une référence complète qui permettait de naviguer. En définissant les continents, ces cartographes dessinèrent le détail de la côte où ils situèrent les villes les plus importantes. Ils ne tardèrent pas à recevoir une autre commande, très éloignée de la fantaisie trompeuse de cet Atlas. Une expédition qui allait changer le cours de l'histoire s'organisait depuis l'Alcazar royal de Séville. Le voyage commençait par Fernand de Magellan et achevé par Juan Sebastián Elcano. Les cartes tracées par les Resnel durent faire partie de cette infinité de documents établis par la Casa de la Contratación dans un va-et-vient de fonctionnaires, de pilotes et de marchands. Avec l'aide de ces cartographes, les navires partirent de Séville le 10 août 1519 en naviguant vers l'ouest pour atteindre les îles aux épices sans traverser les eaux portugaises. En longeant vers le sud la côte atlantique du continent américain, ils réussirent à trouver un passage vers le Pacifique et à gagner l'Orient. Et bien que Magellan mourut avant d'achever le voyage, 18 de ses hommes, commandés par Elcano, parvinrent à rentrer 3 ans plus tard. Ils bouclèrent le premier tour du monde et démontrèrent que l'Atlas Miller était soigneusement conçu comme un piège politique pour l'adversaire. L'Atlas ne fut jamais achevé, mais ce n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la cartographie. C'est également une pièce artistique de génie, réalisée avec des matériaux très précieux comme l'or et l'argent, qui serait extraordinaire si cette série de cartes avait uniquement un sens utilitaire. Les miniatures, à la hauteur du luxe propre des livres d'heures de l'époque, furent exécutées par le peintre Antoine de Hollande
et montre la surprenante représentation de nouvelles terres, d'une faune et d'une flore inconnues jusqu'alors. Aujourd'hui, on peut les contempler avec la même qualité grâce au travail de Molero Editor. La production soignée de cet atlas quasi original a été réalisée de manière artisanale, avec des techniques et des matériaux traditionnels, pour garantir les sensations tactiles des parchemins, l'exactitude de leurs couleurs et de leurs tracés. Cette édition, limitée à 987 exemplaires, s'accompagne d'une vaste étude monographique qui permet de connaître en profondeur toute son histoire. Une histoire née de la volonté d'ériger et d'abattre le pouvoir des royaumes, un atlas pour dominer le monde.